Oui, la première chose qu'on a fait, c'est chercher la place de Jaurès. Et on nous a dit, bah non, c'est pas marqué, on ne sait pas où c'est. On dit, comment ça, vous ne savez pas où c'est? Nous, on va vous le dire si vous ne savez pas où c'est. Et on s'est mis à chercher, Corbière et moi. Surtout Corbière, c'est Corbière l'historien de notre bande. Et avec l'Institut d'études Jean Jaurès, ils ont trouvé l'unique photo qu'on a de Jean Jaurès dans l'hémicycle, parce que la photographie est naissante à l'époque. Et un des députés qui se trouvait par là était un amateur de photos et a photographié ici Jaurès. Et on a repéré sa place par rapport à l'horloge que vous voyez là, car sur la photo, on voit l'horloge et elle est au niveau de sa tête. Et il y a à côté de lui un autre homme extrêmement important, qui est Groussier, qui est le fondateur du Code du travail. Et donc Jean Jaurès était assis ici. Et bon, Clémenceau, dont vous avez entendu parler, parce qu'il a beaucoup fait tirer sur les ouvriers, et qu'il a aussi été le président du Conseil de la période de la Grande Guerre de 14-18, mais Clémenceau a commencé sa vie politique à l'extrême gauche, il était quasi anarchisant. Il était élu de Montmartre, qui est un endroit extrêmement à gauche dans Paris à l'époque, le Paris de l'époque, puisque les canons que, encore une fois, les femmes vont aller récupérer, au moment de la commune de Paris, donc de 1870, après la défaite en face des Prussiens, des Allemands, le peuple de Paris refuse la reddition et se met en révolution. Et dans cette révolution, qui va opposer la commune de Paris et des communes dans toute la France, y compris Marseille, ce sont les femmes qui aussi provoquent l'événement déclencheur, parce que, ayant à leur tête Louise Michel, qui est une anarchiste que nous révérons comme une des mères fondatrices de notre mouvement, Louise Michel en uniforme avec un bataillon de garde républicain féminin va capturer les canons. Non, il ne faut pas désobéir parce qu'après c'est à moi que ça coûte des histoires. Il va donc chercher les canons et les retirer et les mettre dans la possession des gens. Alors bon, les insoumis, nous sommes là ici, sont les communistes qui sont installés là depuis toujours. Depuis toujours. Donc Clémenceau était là et nous commence là. Jusqu'à là-bas. Derrière, il y a les Corses et la place du président du groupe Les Insoumis est ici. Voilà. Donc nous sommes les 17 là et 18. 18. Ouais. Bon, allez, maintenant je vais vous montrer. En ce moment, ça. Bon, vous avez vu la salle, hein, donc vous avez compris comment c'est organisé depuis toujours, de droite à gauche. Alors peut-être que vous ne savez pas pourquoi les uns sont à gauche et les autres sont à droite. Peut-être que vous le savez. Moi, je sais pas. Voilà. Voilà. Alors, dans la religion chrétienne, au jugement dernier, Dieu arrive et répartit à gauche ceux qui vont en enfer et à droite ceux qui vont aller au paradis. Alors à l'époque, il faut vous représenter l'ambiance. Hein. Il y a ça sur toutes les églises de France et de Navarre, et qu'on soit catholique ou protestant, parce qu'à l'époque c'est les deux religions en France, les juifs sont très peu nombreux mais très persécutés, mais donc tout le monde savait ce que ça voulait dire être à droite et à gauche. Et le roi prétend être roi de droit divin. C'est-à-dire parce qu'il faut bien trouver une légitimité. Donc comme ce n'est pas le peuple qui l'a élu, il fallait bien que ce soit quelqu'un. Donc c'est Dieu. Voilà. Donc dans la construction politique de l'Ancien Régime, Dieu est à l'origine du pouvoir et le roi l'incarne. Et le débat qui a lieu, c'est est-ce que le roi a un droit de veto sur les lois? C'est-à-dire les lois sont votées, est-ce que le roi peut dire ah ben non, la loi ne s'applique pas? Bon, on était en monarchie, donc la question se posait. Et évidemment, tout le monde a les miquettes ce jour-là, parce que c'est pas une petite décision de savoir si le roi a le droit. Qu'est-ce qu'elle fait là, ma Mathilde? Viens là, regardez, une députée insoumise la plus brillante. Ah, elle est là. Voilà. Donc le roi Salut Mathilde. Devant l'Assemblée, et il prend la décision terrible, symbolique. Hein. Ceux qui sont pour le veto à droite, c'est les élus, parce qu'ils sont proches du pouvoir, etc., de Dieu, hein, que Dieu a voulu, et les autres à gauche. Alors, bon, il y a un moment où ça hésite, et puis les gens se déplacent dans la salle, droite et gauche. Et c'est la première fois qu'il y a une droite et une gauche. À gauche, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de pouvoir au-dessus du peuple. À droite, ceux qui pensent qu'il peut y avoir un pouvoir au-dessus du peuple. Là, c'est le roi. Quelques temps et quelques siècles plus tard, les uns diront il y a un pouvoir au-dessus du peuple, c'est le marché.
il y a un pouvoir au-dessus, il y a toujours un pouvoir au-dessus du peuple, puis vous avez toujours une gauche qui dit il n'y a pas de pouvoir au-dessus du pouvoir populaire, il n'y a pas de légitimité en dehors du peuple lui-même qui décide. Donc cette scène fondatrice, elle va durer maintenant, mais elle aura duré plus de 2 siècles, hein, puisqu'elle continue. Et alors ensuite, une fois que vous êtes à droite et à gauche, vous avez encore des distinctions qui sont venues de la suite des événements révolutionnaires de 1789. Toute notre histoire, il y a un concentré à ce moment-là. C'est que dans l'Assemblée de 1789, en bas, il y avait ce qu'ils appelaient la plaine, ou des fois ils appelaient ça le marais. C'est ceux, qui ne savaient pas trop, quoi. Alors, suivant le débat, un coup à gauche, un coup à droite, quand ils avaient bien la trouille, plutôt à gauche, et quand ils n'avaient pas trop, plutôt à droite. Et puis, il y avait les tribunes. Ça ne se passe pas ici, hein, mais à l'époque, on prenait tout le public dans les tribunes, et ce n'est pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas bouger une oreille, hein, si vous êtes dans la tribune. Mais à l'époque, il faut voir, quoi. Les gens depuis les tribunes, et il y avait beaucoup de femmes, puisque les femmes n'étaient pas représentées dans l'Assemblée. Il n'y a pas de femmes élues, elles ne sont pas éligibles à cette époque-là. Ils sont 4 à avoir voulu que les femmes soient éligibles, dont Robespierre, je dis ça au passage. Hein. Alors donc, depuis les tribunes, les gens gueulaient, et puis rentraient dans l'Assemblée pour un oui, pour un non, avec des pétitions, alors ça durait des heures, Bref, et la gauche, elle était assise en haut de l'hémicycle. Robespierre, Couthon, Saint-Just, Collot d'Herbois, Hérault-Séchelles, tout le monde est assis dans le haut. Donc on les a appelés montagnards. Juste parce qu'ils étaient en haut, hein, pas parce qu'ils étaient eux-mêmes montagnards. Maximilien Robespierre, il est élu du Pas-de-Calais, il n'y a pas de montagne dans le Pas-de-Calais, et ensuite il a été élu de Paris, c'est pas la peine que je vous en parle des montagnes à Paris. Donc nous sommes depuis toujours les montagnards, et donc nous avons été mis à notre place, c'est-à-dire tout en haut de la gauche, la plus à gauche, vers après nous, il n'y a plus rien, il y a le mur, hein, et puis il y a le couloir. Donc on nous a mis là et en haut, et il y a une logique à ça. La rigolade, c'est que plus personne ne veut être là, à part nous. Et il n'y a pas longtemps, ils ont constitué un 8e groupe, et comme il n'y a pas de place pour eux dans l'hémicycle, c'est avec de la droite, du milieu et des sauces, ils leur ont dit il reste de la place, vous mettrez là-haut, derrière la France insoumise. Eh bien, ils préfèrent rester éparpillés que d'être là. Tellement le symbole leur paraît, ils disent mais c'est pas du tout nos idées, alors nous, comme on a quand même de l'humour, on dit mais vous êtes les bienvenus, vous pouvez tout à fait vous asseoir là, mais on comprend que ça fasse beaucoup pour vous. Et alors ils se disputent entre eux parce que ces gars disent mais nous on a le droit d'être là. Et alors les gars de la République en marche disent non mais attendez, si c'est pas vous qui y allez, c'est nous qui allons devoir y aller. Et nous non plus on ne peut pas être avec eux. Donc pour l'instant ils sont éparpillés et nous on est là-haut. Donc quand on va être 18, quand Farida va être élue, ils vont donc devoir décaler tout le monde d'un cran de l'autre côté, mais nous, pas de nos affaires, hein, parce qu'il y a de la place d'un cran puisque Valls est parti et qu'il était assis là-bas. Donc il reste une case libre, ils vont tous se desserrer d'un cran et nous on va avoir un siège de plus là-haut pour se répartir. On a tiré au sort qui était assis où, hein, à part moi, parce que comme président du groupe, c'est moi qui fais les rappels à l'ordre et tout ça, donc je dois être à côté du micro, c'est une tradition. Donc il n'y a que ma place qui est fixe, c'est celle où vous voyez le micro, et toutes les autres, on tourne. Donc là-bas est le groupe Les Républicains, tout là-haut les députés d'extrême droite, tout en haut là-bas à droite, et puis là, les robots de La République En Marche. Pas les robots, comment il les a appelés? Les centristes. Non. Ouais, ils se croient, vous savez, ils sont tellement bourgeois qu'ils se croient dans une salle de spectacle ou je sais pas quoi. Et alors ils se lèvent régulièrement pour faire ils appellent ça standing ovation, tu vois. Ils adorent ça, tu vois. Ils applaudissent en cadence, ils lèvent la main. Enfin bon, c'est très étrange à les voir faire. Mais bon, c'est une période comme ça. Alors autrefois, on râlait, on disait il n'y a que des professeurs là-dedans. Au moins, il y avait des professeurs, tandis que maintenant, c'est que des DRH. J'aime mieux vous dire qu'on n'a pas gagné au change, parce que le plus souvent, ils sont remplis d'idées préconçues. C'est pas parce qu'ils sont DRH et experts dans un domaine que ça les rend cultivés, ouverts à la vie et compréhensifs à l'égard de l'action populaire. Ils n'y comprennent rien. Et ils ont une attitude de classe beaucoup plus arrogante, ce qui est quand même paradoxal, que ceux de droite. D'ailleurs, vous n'avez jamais entendu un président de droite parler aux Français comme le fait Macron. Jamais, ni Pompidou, ni Giscard, ni évidemment De Gaulle, ni Chirac ne traitaient les gens en disant dans les gares, il y a des gens qui ont réussi leur vie et d'autres qui sont des gens de rien. Ça n'existe pas, ça. On ne se parle pas comme ça entre nous. Hein. Vous savez, dans cette salle,
le premier débat qu'il y a eu sur la colonisation, il n'y a jamais eu de débat. La France n'a jamais décidé de coloniser. Ça s'est fait. L'invasion de l'Algérie, c'est 1830. C'est le roi, pas la République. C'est le roi qui décide d'envahir l'Algérie pour avoir un fait d'armes. Et à partir de 1830, quand la République a été rétablie, à toutes les sessions, il y avait un gars qui demandait qu'on évacue l'Algérie. Bon, il n'y avait pas que des pensées pures. Hein. Il pensait qu'on n'avait rien à fiche là-bas, il fallait se préparer à se taper avec les Allemands. Et il y a eu un débat en 1895, tout à fait par hasard. Il fallait voter de l'argent pour renforcer les troupes au Tonkin. D'accord, Vietnam, Cambodge, d'accord. Et comme il fallait des sous, il fallait voter. Donc il y a eu un débat sur la colonisation. Mais sur qu'est-ce qu'on foutait là-bas, pourquoi il fallait des troupes, et ainsi de suite. Et évidemment, la plupart des députés étaient remontés contre cette histoire en disant « mais vous nous demandez de l'argent pour aller soutenir une œuvre de pure colonisation. On n'a rien à faire là-bas, etc. » Et pourquoi je vous raconte ça, c'est pour vous dire que dans cette assemblée, il y a des idées qui sont immortelles. À ce moment-là, Jules Ferry, que nous aimons beaucoup à cause des lois de 1905, sur la séparation des Églises et de l'État, tient un discours inacceptable et dit c'est le rôle des races supérieures d'enseigner les races inférieures. Alors il y a eu une levée de bouclier, mais qui n'était pas qu'à gauche. Le plus beau discours, c'est celui de Clémenceau, je rappelle qu'il est assis là, qui va mettre en pièces la logique de colonisation. Mais il y a un royaliste qui se lève et qui dit « mais vous osez parler comme ça ? Vous oubliez où on est ici ». Un royaliste dit « ici c'est la République française et il n'y a pas de race supérieure pour un Français. Et il n'y a pas de race inférieure. » Donc vous voyez que le pays est capable, à condition que sans cesse on laboure son histoire, qu'on la transmette, qu'on la passe de l'un à l'autre, de nous les adultes à nos enfants, de nos enfants à nos petits-enfants et ainsi de suite, de maintenir intacte cette idée qui est le résultat principal de la grande révolution de 1789. Les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, naissent libres et égaux en droit. Et toute la question va être de savoir comment on fait, alors que ce n'est pas vrai, pour le devenir. Parce que nous ne naissons pas libres et nous ne naissons pas égaux. Mais nous sommes en droit égaux. Et souvent, vous entendrez les gens vous dire « la déclaration des droits de l'homme ». Ouais, mais le titre complet, c'est « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». C'est-à-dire que s'il n'y a pas le pouvoir politique du peuple, il n'y a pas de droits de l'homme. Ça n'existe pas, c'est une fumée parmi d'autres, une série de vœux pieux, ce ne sont pas des choses concrètes. Ça ne devient concret que parce que le peuple exerce son pouvoir. Sans pouvoir populaire, il n'y a pas de droit de l'homme respecté. Et d'ailleurs, quand il n'y a plus de pouvoir populaire, il n'y a plus de droit de l'homme respecté. Ça s'appelle une dictature et ça remet en cause les principaux droits de l'homme. Et en 1793, on a établi que le premier droit de l'homme, c'est-à-dire de l'être humain, c'est le droit à l'existence. Et par conséquent, une société qui ne garantit pas l'existence de ses membres est une société qui doit être révolutionnée. Et dans la Constitution de 1793, on dit que l'insurrection est un droit et un devoir du peuple face à l'oppression et à la négation de ses droits. Par conséquent, nous sommes légitimes quand nous sommes insurrectionnels pour défendre les droits fondamentaux, pour exiger qu'ils ne soient pas que des droits en parole, mais qu'ils soient des droits dans les faits. Et perdez jamais ça de vue, les gens. Vous faites jamais que ça. Récupérez vos propres droits. Ce n'est pas une faveur que les autres vous font. On croyait avoir réglé cette histoire-là il y a 2 siècles. Apparemment, ce n'est pas fini, alors on continue. Venez, je vais vous montrer un moment sur un tableau, le seul tableau.